Donc dans cette vidéo, on va corriger donc les questions Flash XXL. Donc le principe c'était de faire une question pour chaque chapitre que l'on avait vu. Donc la première question, donc c'était sur le premier chapitre des vecteurs en tout début d'année. Donc on nous dit de tracer le représentant d'origine E du vecteur moins U plus 2V. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, le représentant du vecteur moins U plus 2V. Donc pourquoi un représentant? Parce que je vous rappelle qu'un vecteur, ça n'a pas de position dans l'espace. Un vecteur, ça représente juste un mouvement. Par exemple, si on prend le vecteur U là, eh ben, le vecteur U, il est ici, mais il est aussi, par exemple, ici. Il n'a pas de position, il représente juste un mouvement. Et ben donc là, on doit tracer le représentant de ce vecteur, mais ce vecteur, il doit avoir comme origine E. Ça veut dire l'origine, c'est sur le point de départ, il doit partir de E. Donc on va partir de E et on va faire moins U plus 2V. Donc déjà, on va faire moins U. Moins U, c'est l'opposé de U. Donc il fait tout là, il fait tout à l'opposé de U. U, qu'est-ce qu'il fait? Il décale de 1 à droite et il monte de 3. Et ben moins U, il fait l'opposé. Donc au lieu de décaler 1 à droite, on décale de 1 à gauche. Et au lieu de monter de 3 en haut, on descend de 3. Donc vu on part de 1, on doit partir de 1, on part de E. On fait moins U. Donc on décale de 1 à gauche et on descend de 3. Donc on arrive ici. Et là maintenant, on doit faire plus de V. Attention, le plus, on se rappelle, ajouter des vecteurs, c'est enchaîner les translations. Donc on doit repartir d'ici. On doit repartir du point d'ici. Et là, on doit faire 2 fois V. Et ben, il faut tout multiplier par 2. V, qu'est-ce qu'il fait? Il décale de 2 à droite et il descend de 1. Et ben, 2V, il va faire tout fois 2. Donc, au lieu de décaler de 2, ben, il va décaler de 4. 1, 2, 3, 4. On fait attention de bien partir du point là, hein, parce qu'on enchaîne les translations. Et au lieu de descendre de 1, on descend de 2. Donc, on descend de 2, ici. Et donc là, maintenant, il nous reste donc à tracer le vecteur d'origine E et qui fait moins U plus 2V. Donc, on a notre point de départ E ici. On a notre point d'arrivée ici. Bah, on trace notre flèche ici. Et donc ça, c'est le vecteur moins U plus 2V. Et c'est un représentant qui part de E. Ensuite, pour la question 2. Donc, on doit classer et nommer les ensembles de nombres par ordre croissant d'inclusion. Donc, le tout premier ensemble qu'on avait vu, c'était grand N, l'ensemble des entiers naturels. Donc ça, c'est les entiers positifs, si vous voulez, c'est 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. Ensuite, à ça, on rajoute l'ensemble des entiers relatifs. Relatifs parce qu'on prend aussi les négatifs cette fois. Donc cet ensemble, on note grand Z. Donc ça, par exemple, c'est... Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, et on a aussi moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Et ça, grand N, il est inclus dans grand Z. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont dans N, ils sont dans Z. Et bah oui, parce que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'infini, ils sont bien dans Z. C'est des entiers relatifs en particulier. Ensuite, on a les ensembles décimaux, qu'on note grand D. Donc ça, on avait vu, c'était tous les nombres qui se terminaient après la virgule, ou qui se terminaient avant la virgule. Par exemple, 1, c'est un nombre décimal. Et aussi, on avait vu qu'il pouvait s'écrire sous la forme A, où A, c'est un entier, sur 10 puissance K, divisé par une certaine puissance de 10. Voilà, et encore une fois, Z, il est inclus dans D. Tous les éléments de Z, ils sont inclus dans D. Ça veut dire que tous les entiers relatifs, ils sont en particulier aussi, des décimaux. Et après D, on a les rationnels. Donc, les rationnels qu'on note Q pour quotient. Bah ça, c'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme P sur Q. Ok? Et encore une fois, les nombres décimaux, ils sont rationnels. Donc, on a l'ensemble D qui est inclus dans l'ensemble Q. Fais attention, hein. 1 partie 1, c'est pour les éléments. Et quand on compare des ensembles, on met inclus. Vu que là, c'est des ensembles de nombres, bah, on met l'inclus. Et enfin, bah, on a tout ce qui reste,
les nombres, c'est l'ensemble des réels, R. Faut faire attention, hein, il y a des réels qui ne sont pas des rationnels. Par exemple, pi, c'est pas un rationnel. Ou par exemple, racine de 2, c'est pas un rationnel. On l'avait montré dans une activité. Ensuite, il faut créer une fonction Python qu'on va appeler signe, qui prend comme variable x et qui affiche positif si x l'est et négatif si x est négatif. Donc, première chose à faire, on va créer notre fonction Python. Donc, pour créer notre fonction Python, déjà, première chose à faire, c'est faire def. Def, c'est pour créer une fonction. Ensuite, nous, on veut lui donner un nom à cette fonction. Ok ? On a dit qu'on allait l'appeler signe. Donc, def. Ensuite, on met un espace, on met le nom de la fonction, signe. Ensuite, il faut se demander si on met une variable et si oui, combien on en est et comment on l'appelle. Et bien là, on dit qu'on prend une variable et on l'appelle x. Et donc là, on met entre parenthèses x, 2 points. Donc là, c'était juste pour la première fonction. Def, on a créé la fonction. Signe, c'est pour lui donner un nom. Et après, on met entre parenthèses les variables. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher positif si x est positif, négatif si x est négatif. Donc, ce qu'on fait, et bien là, on veut si x est positif, donc if x positif, c'est x supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on met 2 points, on vient à la ligne. Et bien, si x est positif, on affiche, donc afficher, c'est print. On print, et ben, positif. Donc, il ne faut pas oublier les guillemets pour dans le print. Hein. Et ensuite, par contre, s'il est négatif, il faut afficher négatif. Et bien là, du coup, sinon, donc sinon en anglais c'est else, pas besoin de mettre x négatif parce que on est déjà dans le sinon. Sinon, et ben, on affiche négatif. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on crée une fonction, donc def, on l'appelle signe, on met une variable x. Si x est positif, on affiche positif. Sinon, bah forcément, sinon s'il n'est pas positif, c'est qu'il est négatif, on affiche négatif. Ensuite, donc pour là, du coup là c'est la 4e question. Donc on a une fonction qui est tracée ici et on veut dresser son tableau de variation. Donc on va commencer, donc tableau de variation. Donc variation, c'est de dire si elle est croissante, décroissante. Donc on met x en haut et sur la deuxième ligne, c'est les variations de f. La fonction s'appelle f. Première chose à faire, c'est de repérer d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on arrive pour les x. Bah, les x, on part d'ici et on va jusqu'ici. Ici, bah, on compte, ça fait -1, -2, -3, -4, -5, -6. On va à -6 et on va jusqu'à, ici, c'est x, il vaut combien? 1, 2, 3, 4, 5. On va jusqu'à 5. Ensuite, on va essayer de repérer les points qui nous intéressent. Les points qui nous intéressent, c'est où f, elle va changer de variation. C'est-à-dire où est-ce qu'elle va passer de croissante à décroissante et de décroissante à croissante. Et bien là, on regarde. Ici, donc elle descend, elle descend, elle descend. Pam, à ce point, elle remonte. Elle remonte jusqu'ici. Ici, à partir d'ici, elle commence à redescendre et jusque là. Donc on a 2 points qui nous intéressent, c'est le point ici et le point ici. Ça tombe bien, il y avait des petites croix. Donc le premier point ici, eh ben, c'est pour x égale à -2. Et le deuxième point ici, c'est pour x égale à 1. Donc voilà, ça c'était la première étape. C'était repérer les points, ce qu'on appelle les points d'inflexion, les points où la courbe change de variation. Donc il y a ici et ici, donc il y avait -2 et 1. Ensuite, on a juste à repérer avec les flèches ce qu'elle fait la fonction. Entre 6 et -2, ben on a dit qu'elle descendait, donc on met une flèche vers le bas. Donc en -6, f, elle valait, ici là, ça vaut 1, 2, 3, 4, 5.
elle descend jusqu'en moins 2. En moins 2, elle vaut moins 1, moins 2, moins 3. Ensuite, de moins 2 jusqu'à 1, on a vu qu'elle montait. En 1, elle monte jusqu'à 3. Et enfin, elle redescend. Et en 5, elle vaut moins 1. Donc voici le tableau de variation de f. Donc il faut mettre les flèches, en gros, comme pour que ça ressemble à ce qui se passe dans le graphique. Et on met les points qu'on connaît. En moins 6, on sait que ça vaut moins 5. En moins 2, ça vaut moins 3. En 1, ça vaut 3. Et en 5, ça vaut moins 1. Faire attention, hein. En haut, c'est les x. Et en bas, c'est la valeur de f de x associée. Ensuite, donc, on doit calculer le taux d'évolution d'une augmentation de 10% suivie d'une autre augmentation de 10%. Et un petit bonus, calculer le taux d'évolution réciproque. Donc on va déjà calculer le taux d'évolution d'une augmentation de 10% suivie d'une autre augmentation de 10%. Donc là, ce qu'on peut faire, on part d'un point de départ ici. On a une flèche, on a un plus 10%. Et on refait plus 10%. Ok. Donc pour pouvoir déterminer le taux d'évolution, attention, faut pas juste ajouter les pourcentages. On n'a pas le droit d'ajouter les pourcentages, ça ne marche pas. Pour ça, on doit utiliser la formule là, on doit utiliser le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, sa formule c'est 1 plus t, où t c'est le taux d'évolution. Du coup, pour 10%, c, il est égal à 1 plus 10 sur 100. Et ça, du coup, ça fait 1,1. Et donc, ici, on va multiplier par 1,1. Et ici, ça multiplie aussi par 1,1. Du coup, le tout, là, tout ici. Donc, ça va multiplier. Et bien là, pour savoir quel est le coefficient multiplicateur de deux augmentations successives, et bien on doit multiplier les coefficients multiplicateurs entre eux. Donc là, on calcule. Donc, 1,1 fois 1,1. Donc ça fait 1,21. Donc là, ici, c'est fois 1,21. Ok, mais nous, ce qu'on voulait, c'était le taux d'évolution. Donc c'était dire ça faisait une augmentation d'un certain nombre de pourcents. Et bien là, on va faire le chemin inverse. Nous, on a C. Donc on utilise la formule là. Nous, on a C. C, il est égal à 1,21. Et on veut trouver T. On sait que C, c'est égal à 1 plus T. Et bien du coup, on passe le moins 1 de l'autre côté. Le 1 de l'autre côté, donc ça fait 1,21 moins 1 égale T. Donc T, il est égal à 0,21. Et donc là, on a une augmentation. Donc 0,21, c'est 21%. Donc on a une augmentation de 21%. Et là, vous voyez bien qu'on n'a pas ajouté les pourcents. 10%, une augmentation de 10% plus une augmentation de 10%, et ben ça ne fait pas une augmentation de 20%, ça fait une augmentation de 21%. Il faut faire attention. Là, on pourrait se dire, bon, il y a 1% de différence, mais si on fait sur d'autres valeurs, ben, la différence, elle pourrait être très très grande. Et la question bonus était déterminer le taux d'évolution réciproque. Le taux d'évolution réciproque, c'est comment on fait, donc après avoir fait cette augmentation du coup de 21%, pour revenir au cas de début, en partant d'ici, de revenir ici. Et bien pour ça, donc quand on va ici, on multiplie les coefficients entre eux, et là on divise, on fait 1 sur 1,21. On divise par le coefficient multiplicateur d'au-dessus. Et ça fait combien? Et bien on calcule. Donc 1 divisé par 1,21, ça fait, on va arrondir, 0,83 environ. Mais nous, on veut un pourcentage. Du coup, ça va être, vu qu'on a une augmentation, le taux d'évolution réciproque, ça a forcément une diminution, mais on veut trouver quelle est cette diminution. Et bien on utilise toujours la formule C égale 1 plus T. Donc 0,83, c'est égal à 1 plus T. Du coup, le 1, on le fait passer de l'autre côté. Donc ça fait 0,83 moins 1 égale T. Et du coup, T, vous pouvez vérifier, ça fait moins 0,17. Et donc du coup, le taux d'évolution réciproque, c'est moins
17%. Donc c'est une baisse de 17%. Donc vous voyez bien, il faut faire attention. Hein. Là, quand on est passé de là à là, eh ben, on n'a pas le droit d'ajouter. Hein, c'était pas plus 20%. Là, il faut faire attention, ce n'est pas moins 21%. Hein, faut faire le calcul et on voit qu'en fait, pour revenir au début, il faut faire moins 17%. Donc, troisième question, donc c'était le deuxième chapitre sur les vecteurs, donc cette fois avec les coordonnées. On a donc deux points A et B avec ces coordonnées-là et on doit calculer un nombre de AB. Donc pour calculer un nombre de AB, d'abord on peut calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB, donc ça il faut connaître la formule, normalement maintenant on l'a vu quand même pas mal de fois, donc c'est XB moins XA, faire attention, hein, c'est point d'arrivée moins point de départ, YB moins YA. Donc XB moins XA, donc ça fait moins 1, moins 2. YB moins YA, 1, moins 3. On n'oublie pas, attention, YA c'est moins 3, donc ça fait 1, moins 3. Donc ça, c'est égal à moins 1, moins 2, ça fait moins 3. 1 moins 3, bah ça fait 1 plus 3, parce que moins fois moins, ça fait plus. Et 1 plus 3, ça fait 4. Donc les coordonnées de AB, c'est moins 3, 4. Pardon. Et bien la norme de AB qu'on a de cette manière, ça vous pouvez regarder vos formules, c'est donc ce nombre-là, la racine de ce nombre-là au carré plus ce nombre-là au carré. Donc ça fait racine de moins 3 au carré plus 4 au carré. Et ça, si vous calculez, ça fait racine de 9 plus 16. Donc ça fait racine de 25. Et racine de 25, ça fait 5. Donc au final, la norme de AB, elle est égale à 5. Donc ça, normalement, c'est des formules que vous deviez connaître. Hein. Donc ensuite, c'était dans le chapitre où on faisait des inéquations. Donc on doit résoudre l'inéquation suivante. Donc x plus 2 inférieur ou égal à 3x moins 2. Donc on va la recopier. X plus 2 inférieur ou égal à 3x moins 2. Donc ça, première chose à faire, ça c'est comme dans les équations, c'est toujours pareil. On met les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc le 3x, on va le faire passer à gauche, donc il devient moins 3x. Donc x, le 3x, on va faire passer de l'autre côté, donc moins 3x. Inférieur ou égal à moins 2. Et le 2, on passe de l'autre côté, donc ça fait moins 2. Il change de signe quand on le passe de l'autre côté. Ensuite, x moins 3x, eh ben, ça fait moins 2x. Hein, une patate moins 3 patates, bah, ça fait moins 2 patates. Inférieur ou égal à moins 2, bah, ça fait moins 4. Ensuite, là, c'était la première chose à faire, c'était mettre les x d'un côté, ce qui dépend du x d'un côté, les nombres de l'autre. Là, maintenant, il faut du coup diviser ce qu'il y a devant le x. Là, il faut faire attention. Dans une inéquation, on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Hein. Quand on divise par ce qui est devant le x, il faut bien faire attention. Suivant le signe, ça va changer le sens. Et bien là, c'est négatif. Donc quand c'est négatif, il faut faire attention, ça change de sens. Du coup, ça nous donne x supérieur ou égal à moins 4 divisé par moins 2. Il faut bien changer le signe au moment où on divise. Entre là et là, on n'a toujours pas divisé. Ici, on commence à diviser par moins 2, donc c'est ici qu'on change le signe. Et donc, moins 4 divisé par moins 2, eh ben, ça fait 2. Donc x plus grand que 2. Et ben, x plus grand que 2. Donc l'intervalle, là, ce qu'on a trouvé, c'est que les nombres qui vérifient ça, en fait, c'est les nombres qui vérifient x plus grand que 2. Donc c'est les nombres plus grands que 2. Et bien les nombres plus grands que 2, hein, ça maintenant on doit être habitué, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. 2, est-ce qu'on le prend? Et bien oui, parce que c'est supérieur ou égal. Donc l'ensemble des solutions est sous cette forme, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Ensuite, donc, on a un petit programme, là on nous demande quelles sont les valeurs prises par chacune des variables à la fin du programme. Donc on a A égale 78, B égale 4, Q égale 0, R égale A, tant que R plus grand ou égal à B, donc quoi c'est tant que, hein, on doit faire R égale R moins B, Q égale Q plus 1.
Donc on va le faire petit à petit. Donc première étape. Donc A égale 78. B, du coup c'est égal à 4. Q égale à 0. R égale à A. Donc R égale à A c'est 78. Donc maintenant on va rentrer dans la boucle. Donc 2. Tant que R est supérieur ou égal à B. Donc là, est-ce que R est supérieur ou égal à B? Bah oui, parce que 78 est plus grand que 4. On fait R égale R moins B. Donc on prend les valeurs d'avant. Donc R, il prend R moins B. Donc 78 moins 4. Donc ça fait 74. Et Q égale à Q plus 1. Donc Q, il était égal à 0. Maintenant, Q, il prend la valeur 1. Maintenant, là, c'est fini. R, il vaut 74 et Q, il vaut 1. Ok? R, maintenant, il vaut plus 78, il vaut 74. Ensuite, du coup, quand on est dans la boucle, on a fait là, on revient là. Est-ce que la condition là, elle est vérifiée? R, bah oui, il est toujours supérieur ou égal à B. Et donc, on fait R égale à R moins B. Donc, 74 moins 4. Donc, ça nous fait 70. Q, il prend Q plus 1. Donc, il prend 1 plus 1. Donc, Q égale à 2. Donc, on fait ça plusieurs fois. Donc, on revient là. R, il est toujours plus grand que B. On lui retranche B. B, c'est égal à 4. Donc, ça fait 70 moins 4. Donc, 66. Q, il est égal à 3. Ensuite, toujours pareil, R il est plus grand que B, du coup on enlève 4, et du coup ça fait 62. Q il est égal à 4. Ensuite, R il est plus grand encore que B, du coup on enlève B, donc ça lui fait 58. Q égale à 4. On fait ça ainsi de suite, jusqu'à que cette condition soit plus vérifiée. Ainsi de suite. Donc au final, on va faire ça encore, on va le faire 21 fois. On trouvera R égale à 2 et Q égale 19. Et donc là, une fois qu'on sera là, on sortira là. Une fois, est-ce que cette fois R il est plus grand que B? Ben non, R il est égal à 2, donc on sort de la boucle et c'est fini. Et donc à la fin, quelles seront les valeurs des variables? Bah A, il a jamais changé, il vaudra 78. B, qu'est-ce qu'il vaudra? Il n'a jamais changé, il vaudra 4. Q, il vaudra 19. Et R, il vaudra égal à 2. Pour ceux qui ont vu, ça en fait, c'est la division euclidienne, ce qu'on a fait. C'est dans A égale BQ plus R, mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important de retenir là, dans cet exercice, c'est que une fois que vous avez changé la valeur de la variable, elle est changée à tout jamais. Là, ici, R, il vaut 74, à partir de maintenant, il vaut 74, il vaut plus 78. Ensuite, donc, dans la question d'après, on doit tracer dans un repère la fonction affine f définie sur R par f de x égale moins 2x plus 1. Donc première chose à faire dans une fonction affine, c'est repérer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc P c'est l'ordonnée à l'origine, je rappelle juste une fonction affine, elle s'écrit sous la forme mx plus p, où P c'est l'ordonnée à l'origine, donc là ça vaut 1, et M le coefficient directeur, là il vaut moins 2 du coup. C'est ce qui est devant le x, c'est moins 2. Donc, on va faire ça. Donc, P, il vaut 1. Donc, vu que P, il vaut 1, et que P, c'est l'ordonnée à l'origine, par définition, on place le point ici. En 0, ça doit valoir la valeur de P, donc ça vaut 1. Ensuite, on doit utiliser le fait que le coefficient directeur, c'est moins 2. Vu que c'est moins 2, ça veut dire que quand on décale de 1 vers la droite, on doit descendre de 2 carreaux. Pourquoi descendre? Parce que c'est un moins. Pourquoi de 2? Parce que c'est un 2. Donc on descend de 1, 2. Et du coup, on a le point là. Et maintenant, vu qu'on a nos deux points, et qu'une fonction affine, elle est représentée par une droite, on peut tracer la droite. Donc on a les deux points là, on trace. Hop. Donc voilà la fonction. Donc ça, on peut marquer que c'est la courbe qui représente f. Donc voilà la courbe qui représente la fonction affine définie par moins 2x plus 1. Ensuite, donc c'est le chapitre sur les probabilités.
Donc on lance un dé à 6 faces non truqué 2 fois de suite. On doit faire un arbre qui modélise la situation. Et grâce à cet arbre, on va calculer deux probabilités. On va calculer une probabilité, pardon. C'est de l'événement, donc un nombre pair au premier lancer, puis un 6. Donc on va faire notre arbre. Donc notre arbre là, donc il doit représenter la temporalité. Donc ce qui se passe dans l'ordre. Là, ce qui se passe en premier lieu, c'est on lance notre dé une première fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et après, eh ben, on le relance une fois. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a encore toutes les issues là possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil à chaque fois. Donc on va pas les faire parce qu'on a compris ce qui se passe à chaque fois. On met juste les petites barres. On utilisera après s'il y a besoin. Donc nous, on doit regarder, donc à l'aide de notre arbre, la situation suivante. Donc, on fait un nombre pair au premier lancer et ensuite on fait un 6. Donc là, le premier lancer, il est ici. Donc où est-ce qu'on a un nombre pair? Eh ben, on a le 2, on a le 4 et on a le 6. Donc, on doit suivre d'abord soit cette branche-là, soit cette branche-là, soit cette branche-là. Et ensuite, on doit faire un 6. Donc, imaginons on se part sur cette branche. Donc 2, on doit faire un 6. Donc là, bah, c'est la branche là. Hop là. Ensuite, pour 4, là, cette fois, on va remplir. Donc là, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vu qu'on doit faire uniquement un 6, et ben on a la branche là. Pareil pour le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben au deuxième lancer, on doit faire un 6 uniquement. Et donc on est sur la branche là. Et une fois qu'on a fait ça, pour calculer la probabilité, donc la probabilité d'un événement A, là, c'est le nombre d'issues qu'il y a dans A sur le nombre d'issues total. Donc là, combien il y a d'issues dans A? Bah, il y en a 1, 2, 3. Ok, il y a 3 cas où ça se produit, on fait un nombre pair au premier lancer, puis un 6. Et combien il y a de nombre d'issues au total? Et bah là, il suffit de compter. Donc soit vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite pour toutes les branches. Là, ce qui nous intéresse, c'est tout à droite. Il ne faut pas compter les issues là. Mais soit vous vous dites, bah, il y en a combien? Il y en a 6 fois 6. Là, on a 6 branches et ça aboutit chacune sur 6. Donc, il y en a 36. Donc, la probabilité de A, c'est 3 sur 36. Donc, ensuite, on a A, B, C, D, 4 points tels que le vecteur AB, il est de coordonnées moins 12, 8 et CD de coordonnées 3, moins 2. On nous demande si les droites AB et CD sont parallèles. Donc ça, c'est le dernier chapitre sur, les vecteurs qu'on a vus. On a vu un outil qui nous permet de dire si deux droites étaient parallèles. En fait, en particulier, qui nous permet de dire si, par exemple, dans ce cas-là, si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Et collinaires, on avait vu, c'était à peu près pareil que parallèle. Mais c'est quand on disait collinaire pour des vecteurs. Parallèle, c'est pour des droites. Donc on va regarder si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc pour ça, on doit calculer leur déterminant. Donc le déterminant de AB et de CD, donc il faut faire attention, dans le dernier contrôle, il y en a qui ont, par exemple, calculé le déterminant de AB juste. Ça n'a pas de sens. Déterminant, c'est toujours sur deux vecteurs. Donc le déterminant de AB et de CD. Donc là, on pouvait reporter. Donc on met une barre droite. Donc c'est moins 12, 8, 3, moins 2. Et ensuite, on appliquait la formule. Donc c'est moins 12 fois moins 2. On n'oublie pas les parenthèses. Moins 8 fois 3. Moins 12 fois moins 2, ça fait plus 24.
Et 8 fois 3, et ben ça fait 24. Donc 24 moins 24, ça fait 0. Et on avait vu que lorsqu'on trouve que le déterminant est nul, ça voulait dire que AB et CD étaient collinéaires. Et donc ça veut dire que les droites AB et CD sont parallèles. Et enfin, la dernière question, donc c'était résoudre l'inéquation 2x carré supérieur ou égal à 8. Et donc ça, c'était le dernier chapitre. Donc on va résoudre cette inéquation. Bon, bah, on peut la faire ici. Donc ça, comme dans les inéquations normales, sans les carrés, faut mettre qui dépend du x d'un côté, les nombres de l'autre. Et bah là, on a de la chance, c'est déjà fait. Ensuite, l'étape d'après, c'est enlever ce qu'il y a devant le x. Donc diviser par ce qui est devant le x. Là, dans une inéquation, hein, c'est pas parce qu'il y a un carré que ça change, il faut faire attention. Dans une inéquation, il faut faire attention quand on divise ou quand on multiplie par un nombre, s'il est négatif, ça change de signe. De sens, pardon. Mais là, il n'est pas négatif, du coup, on ne change pas de sens. Donc ça nous donne x carré supérieur ou égal à 8 divisé par 2. Et bien ça, du coup, 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc on doit résoudre une équation. On doit se demander quand est-ce que x carré, pour quel nombre x carré, il est supérieur ou égal à 4. Et bien alors là, vous pouvez soit reprendre votre cours, soit essayer de retrouver. Donc là, quand vous avez la fonction carré, vous demandez, donc là, par exemple, donc en 2, en 1, elle vaut 1 par exemple, et en 2, elle vaut 4. Donc on va la faire comme ça. En 2, là, elle vaut 4. Et ben, on se demande quand est-ce que la fonction x carré est au-dessus de cette droite là. Ben, elle est au-dessus de 2 jusqu'à plus l'infini, et de moins 2, et ici là, sur moins l'infini, moins 2. Donc là, vous avez le droit de reprendre votre cours hein, quand vous avez ça, mais il faut essayer aussi de pouvoir le retrouver. Ça, du coup, l'ensemble de solutions. Donc, quand est-ce que x carré est au-dessus de 4? Eh ben, elle est au-dessus tout ici, là. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et on doit prendre aussi ce qu'il y a après. Donc, union 2 plus l'infini.